Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Ça va aller vite parce qu'on m'a donné peu de temps, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme il y a des images qui vont venir en appui de ce que je vais dire, que vous êtes tous et toutes réveillés et scolarisés, vous allez être capable d'absorber l'information que je vais vous donner. Ça ne sera pas linéaire comme présentation dans la mesure où je suis en réflexion sur 20 ans après la rédaction du Cocktail Transport et donc je vais partager avec vous cette réflexion-là que je fais. Sur, bon, comme j'ai dit, la paresse est le mère de l'invention et le père de l'embonpoint. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est passer à travers ces étapes-là aujourd'hui très rapidement. La paresse est la mère de l'invention. C'est une formule qui témoigne bien que, comme être humain, vous savez, j'ai l'habitude de dire que, comme être humain, j'ai une formule que j'utilisais à la radio. Il faut s'habituer à savoir qu'on pète, on rote, on fume, on boit, on crache, on pue. Donc, c'est le côté de l'être humain un peu sapiens, c'est le côté de la paresse. Bien, ça, vous le connaissez, c'est-à-dire que depuis que l'être humain est être humain, il trouve toujours une façon de rendre son séjour plus confortable. Et ça, a beaucoup de ça, c'est assez impressionnant. Vous connaissez les vacuvins pour retirer l'oxygène, enfin l'air d'une bouteille de vin. Mais on a réussi à faire des vacuvins électriques. La brosse à dents, bon, c'est une brosse à dents électrique. Juste en calcul de watts, même si ça consomme pas beaucoup, ça prend Manic 5 pour alimenter toutes les brosses à dents qu'il y a sur la planète. Donc, rasoir électrique, bien sûr, ouvre-boîte de conserve électrique, presse-jus électrique, fouet électrique, tournevis électrique, vous avez vu le concept. Couteau électrique, ma mère était très fière de son couteau électrique qui faisait des magnifiques tranches de roast beef. Et là, bon, on arrive à la mobilité. Pourquoi marcher quand on peut avoir un Segway dont l'inventeur est mort sur son Segway? Pourquoi marcher nu-pied quand maintenant on peut avoir ce type de mécanisme qui est assez hallucinant? Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? Prend beaucoup d'habileté, je peux vous dire. Ça part dans tous les sens et il y a de magnifiques vidéos sur fail vidéo de tous les gens qui se la sont pétés sur ce mécanisme. Et bien évidemment, l'automobile qui a été inventée, qui est une invention extraordinaire. Si elle n'avait pas été extraordinaire, comme je le dis dans le Cocktail Transport, il n'y en aurait pas plus d'1 milliard sur la Terre. Et il n'y a pas 5 millions d'épais et de niaiseuses au Québec qui ont des voitures. L'automobile a donné beaucoup de liberté, a permis aux gens d'aller s'établir où ils le voulaient. C'est un véhicule essentiel quand on habite un territoire comme le Québec dans les régions. C'est un véhicule qui est essentiel quand on habite en ville et qu'on veut sortir de la ville. C'est à peu près impossible maintenant de sortir de la ville pour faire des activités de plein air ou de loisirs, comme à l'époque où mes parents allaient dans les Laurentides par le Petit Train du Nord faire du ski à Sainte-Adèle. Donc l'automobile, elle a connu un succès parce que c'est une invention fantastique. L'invention qui a précédé la bicyclette demeure encore aujourd'hui le véhicule le plus performant jamais inventé en termes de nombre de kilojoules nécessaires pour déplacer des kilogrammes à une vitesse donnée. Donc, à peu près, vous êtes capable de déplacer avec un vélo de 10 kg quelqu'un de 150 kg à 50 km à l'heure. Il n'y a aucun véhicule. Et dans l'espèce animale, je pense qu'il n'y a que le saumon Sokoy qui fait mieux en termes de dépenses énergétiques pour ces mouvements. C'est des données que vous trouverez dans une étude qui avait été faite par le MIT aux États-Unis, par Witt and Wilson. Et ce que ça donne, bien évidemment, bien, ça donne l'embonpoint, l'inactivité, le fait que la solution, quand on a une voiture à la maison et un stationnement à destination, bien, c'est le réflexe. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et notre cerveau, je sais pas si c'est le reptilien ou le cortex frontal, bien, a intégré cet élément-là dans la mobilité.
L'historique du cocktail transport, donc, c'est pas parti de la paresse, mère de l'invention et père de l'embonpoint. C'est parti d'un travail. Donc, je présidais Vélo-Québec à ce moment-là, puis je souligne la présence de gens de Vélo-Québec, dont Suzanne Larreau, maintenant, qui préside Vélo-Québec. Donc, c'est un organisme qui est né en 1967. D'ailleurs, dans les anniversaires l'an prochain, l'anniversaire de 2017, c'est le 50e anniversaire de Vélo-Québec, fondé le 4 janvier 1967 par des pères. Il faut savoir que c'est des congrégations religieuses, les Eudis, qui étaient derrière la formation de cet organisme-là. On a changé de nom tout d'abord en larguant le provincial, à l'époque où le provincial prenait le bord un peu partout au Québec, pour faire la Fédération québécoise de cyclotourisme. J'étais président du conseil en 79, quand on a baptisé ça Vélo-Québec. Le mot vélo n'était pas utilisé au Québec. Le mot bicycle à pédale, le mot 10 vitesses était utilisé, mais pas vélo. Et vous avez donc une séquence de logos depuis. On a créé le Tour de l'île pour illustrer la grande popularité de l'événement. On a créé le Québec cyclable de l'an 2000, qui est devenu la Route verte, qui est en Amérique du Nord, le plus grand réseau intégré d'aménagement cyclable et de parcours vélo. Et un certain nombre d'autres choses. Ce que je vous amène ici, c'est que la Route verte est devenue une des signatures touristiques du Québec, que même le prestigieux magazine National Geographic l'a reconnu. La réflexion sur le cocktail transport est venue de C'est pas moi. Bien qu'à cette époque-là, je faisais du vélo l'hiver, j'en fais moins. Elle est venue de qui connaît Pierre Pascot? Donc, Édouard Rémy. Non. Bon, c'est les animateurs de radio qui ont précédé Arcan, Dutrissac, tout ça. Et à chaque fois que Claude Poirier. Bon, donc c'est les gens qui étaient à CKVL, CGMS, et qui faisaient des entrevues sur les maudits bicycles à pédales, qui ne respectent pas les règlements, qui roulent tout croche en dévoue de la rue. Qu'est-ce que vous faites avec vos bicycles? C'est un jouet pour enfants, un adulte de ton âge sur un bicycle. Donc, vous voyez le discours. Et j'étais le porte-parole de Vélo-Québec, ou le président, donc je me confrontais à ces gens-là. Et, bien évidemment, tout se résumait à « Ouais, mais l'hiver! » C'est pas vrai qu'on va faire du bicycle l'hiver. Puis tu feras pas pédaler ma grand-mère l'hiver. Donc, c'était en bout de ligne. Chacun avait la justification de la mobilité par voiture parce qu'il y avait un gros coffre d'outils, parce qu'on considérait la voiture comme notre boîte à gants ou notre sacoche. Donc, il y avait toute l'objection, mais l'objection ultime, c'était « oui, mais l'hiver ». Et ça m'a amené à dire que l'hiver au Québec, à cause de la météo, à cause de la différence de température, à cause de la neige, bien, il y a une rupture réelle, contrairement à d'autres pays, comme les pays scandinaves où à -5, c'est peut-être le plus froid qu'il peut faire dans certaines villes du sud des pays germano-nordiques. Bien, je me suis dit, ça nous prend une alliance absolue avec le transport collectif, parce qu'on bascule, quand l'hiver arrive, dans le transport collectif. Si le transport collectif n'est pas efficace, on va s'acheter un char, puis au printemps prochain, on va être en char. Donc, on a besoin d'une continuité et on a besoin d'une alliance. Donc, j'ai travaillé, pendant que j'étais à Vélo-Québec, à une série d'émissions qui s'appelait Consommation, qui était produite par Télé-Québec. Daniel Pinard, qui en était l'animateur, m'avait invité comme le premier chroniqueur automobile qui n'a jamais eu de permis de conduire. Fait que déjà, ça fait une bonne entrée en matière. J'avais fait une entrevue avec Jacques Duval sur comment acheter un pneu. C'est bon, je l'achète. La couleur des voitures m'intéressait. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais abordé l'ensemble de la mobilité au Québec par le biais donc de petits reportages, dont les premiers reportages sur la fondation de Communauto à Québec, les reportages sur le taxibus de Rimouski qui remplaçait à l'époque le service de transport collectif de la ville qui coûtait trop cher. Donc, on avait eu l'idée de mettre les taxis à contribution. J'avais fait un reportage sur le Transitway d'Ottawa, est-ce que vous le connaissez? Ce qui est un service extraordinaire. Tout le monde devrait aller voir ça. C'est un service d'une intelligence qui va être converti en tramway sur rail
prochainement, si les travaux se font avec accès au centre-ville. C'est un des beaux systèmes de transport public au Canada et même en Amérique en voie. Donc, cette réflexion-là, ces émissions-là m'ont amené à rencontrer Michel Trudel, qui est un géographe, chercheur, qui s'est occupé du taxi au ministère des Transports pendant des années, qui avait conçu donc un projet qui s'appelait le cocktail modal et qui était la plurimodalité, la polymobilité, la complémentarité modale. Et j'avais fait un micro-trottoir, ce qu'on appelle en anglais un vox pop, où j'avais demandé aux gens, est-ce que vous connaissez ça, le cocktail modal? Cocktail modal. Et après, je demandais, est-ce que vous connaissez, c'est quoi un martini? Ah oui, oh, mais... Et donc, à l'écran, les gens n'avaient pas ma question, n'avaient que la réponse, et on s'apercevait bien que les gens connaissaient tous les cocktails, sauf le cocktail modal, et j'ai rebaptisé ça le cocktail transport. J'ai fait une présentation à Vancouver dans le cadre d'une conférence internationale de l'OCDE en 1996 sur ces éléments-là de complémentarité modale, d'intégration modale, d'intégration tarifaire. Et j'ai présenté le concept qui est ici, une petite plaquette publiée par la NRF, la NRV, vous connaissez la NRF, la Nouvelle Revue Française chez Gallimard. Nous, ça s'appelait la NRV, comme dans NRV. Et c'est une petite plaquette que j'ai publiée à Vélo-Québec que vous pouvez retrouver en format PDF sur le site de Vélo-Québec encore aujourd'hui. Je l'ai relu récemment. Comment dire modestement, je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Des affirmations, des conclusions que je tirais à ce moment-là demeurent encore pertinentes, entre autres une qui était « le pétrole coûte pas cher ». 20 ans plus tard, ça coûte, en dollars constants, ça coûte rien. On est à 95 sous. Les pays de l'OPEP se sont entendus hier pour diminuer leur production parce qu'ils sont en déficit budgétaire. L'Alberta, les pays de l'Amérique du Sud, mais le pétrole coûte. Comment vous n'avez pas d'indicateur financier quand on appelle the out of the pocket, c'est-à-dire l'argent que vous déboursez quand vous prenez votre véhicule en péage, en stationnement, en frais de contravention, en essence, bien vous ne l'avez pas puisque le pétrole n'est pas très cher. Donc, publication du cocktail transport. Et ça m'amène à aujourd'hui, le cocktail transport en 2017. Bon, c'est un logo que j'avais fait faire, j'ai jamais utilisé. Donc, piéton, vélo, auto, taxi, covoiturage, bus, autocar, tramway, trolleybus, train. Donc, c'est la complémentarité des modes de transport ensemble pour diminuer la multimodalité. S'il y a des fautes d'orthographe, là, sautez pas, j'ai tapé ça tard. Puis, donc, la multimotorisation des ménages. Qu'est une voiture dans un ménage, c'est une chose. Qu'il y ait 4 voitures avec 2 adultes et 2 adolescents qui descendent au centre-ville tous les jours, il semble qu'il y a un problème. Donc, diminuer la multimotorisation des ménages, diminuer l'utilisation de l'automobile pour tous, pour tout faire tout le temps. Ouais, vous connaissez la formule, quand ça vous coûte 1 litre d'essence pour aller chercher 1 litre de lait, il y a un problème. Proposer des combinaisons performantes, efficaces et intégrées. C'est multimode. Et offrir une intégration tarifaire et des rabais de mobilité. Équiterre m'avait demandé de reprendre, et je les remercie, sont associés à ça, et également la Maison du développement durable. Donc, je présidais le Conseil de l'environnement à cette époque comme administrateur bénévole. Donc, ils ont repris le cocktail transport. Quand je suis arrivé à la STM a repris le cocktail transport, donc en faisant des logos, des images, en faisant des alliances, en faisant la promotion, à ce point que... Et là, je ne veux pas faire vieux militant, bien que je suis vieux et bien que j'ai été militant, mais il faut se souvenir qu'on revendiquait des stationnements pour vélos à bord des stations de métro, puis la STM nous disait on n'a pas de place. C'est la réalité. On militait pour entrer les vélos dans le métro, puis on nous disait, vous allez débouler les escaliers, salir les robes des madames avec vos chaînes sales. Fait que donc, il n'en est pas question. Donc, on est, des fois, le chemin parcouru, est-ce qu'on s'en console? Je ne le sais pas, mais il y a des choses qui ont changé. Et ça, c'en est une. Ils ont construit un abribus expérimental qu'on utilise à carte à puce. Ils ont changé tous les stationnements aux abords des stations. Fait que ça, c'est un gros plus. Ils ont créé un tandem vélo-STM avec Vélo-Québec et je le vois un peu partout, c'est-à-dire j'étais en Europe cet été et donc il y a des états généraux du rail et de l'intermodalité. On n'utilise pas toujours le terme cocktail transport, mais on voit bien que cette sainte alliance-là commence à se faire très sérieusement. L'Union internationale des transports publics a publié un document uniquement sur cette question-là. Il faut voir que les sociétés de transport public
STM, c'est 1,2, combien? 1,3 milliard à peu près maintenant de chiffre d'affaires, sans les IMO. 1 million de clients par jour, c'est puissant. Mais avant, ils voyaient le vélo et tout autre mode comme un compétiteur. Alors que c'est des alliés. Et c'était ça le changement de faire, c'est que le transport public, si vous perdez des clients au vélo l'été, vous allez les rattraper peut-être l'hiver. Le dernier mille, le last mile, entre la station de métro ou de train puis chez vous, s'il se fait à pied ou en bus ou en Bixi, ou peu importe, c'est pas un problème. Le Bixi est arrivé, c'est moi... à New York, on est allé faire une représentation politique pour vendre le concept du vélo dessiné par M. Dallaire à Montréal, à la ville de New York. Et d'ailleurs, la ville de New York a dit que c'était le concept qui avait été développé pour la ville de Londres. Parce que, puis à Toronto, ils ont dit que c'était le concept qui avait été développé pour la ville de New York. Parce que comme ça ne pouvait pas avoir été développé à Montréal, donc un vélo extraordinaire, mais il faut savoir que le Bixi, c'est moins un vélo, et puis je vais en venir à la suite, que ça. Et vous allez comprendre un peu plus loin. C'est ça qui fait que Bixi est performant. C'est ça qui fait que je sais combien il y a de vélos dans les stations. C'est ça qui fait combien de places libres sont dans la prochaine station où je vais ancrer mon vélo. Donc, il y a un élément très important entre le vélo. Parce que des vélos en libre-service, il y en a depuis les années 70. La Rochelle, Évry, au sud de Paris, en 1981, avait des vélos en libre-service, mais c'était compliqué. Présente-toi au kiosque, mets ta carte de crédit en dépôt, fais le tour, reviens au kiosque, c'est pas utile. Après ça, le projet d'Amsterdam, ils en ont mis 1000. Mais un mois après, il y en avait 0. Ils se sont fait voler, ils se sont fait décortiquer. Fait que Bixi, c'est un plus dans... Et Bixi s'est intégré dans le cocktail transport. Quand vous lisez le cocktail transport, et ma réflexion à l'époque, c'est que le taxi est un maillon essentiel. Le taxi tel que je le prenais et que je l'ai toujours pris. À 40 ans que je prends le taxi à raison de 2000 $ par année. Je connais le taxi par cœur. Et donc, le taxi est un élément essentiel. Qu'on ait laissé après cette entreprise-là offrir un mauvais service, quand on pense qu'il y a à peine, il y a 1 an, ils n'acceptaient pas les cartes de crédit de façon obligatoire. On a été obligé de leur forcer la main. Conséquemment, le taxi, les autobus interurbains, les locateurs d'automobiles, l'auto en libre-service, le train, comme une auto STM, l'application des cartes avec champ proche, nous permet d'en faire une clé. Je sais qu'il y a présentement un projet avec la Bixi et la carte Opus qui se fait. Donc, on voit bien que c'est intégration modale et intégration des outils de paiement ou des outils de débarrage, de démarrage. Les tendances là, la partie, êtes-vous de bonne humeur? Bon, c'est la partie, OK, c'est la partie la plus, elle est en 2 temps. Espoir, désespoir. Je tiens toujours le temps à la régie, oui. Donc ça, c'est la production automobile sur les 6 dernières années. En Chine, c'est 20 millions au moins de voitures neuves par année. Ils ne sont pas électriques, là. C'est 20 millions de plus qui s'ajoutent au parc. Le poids des véhicules, j'ai pris la France, le poids des véhicules ne cesse d'augmenter. Congestion 2013, congestion 2035. Peu importe le mode de propulsion, à hydrogène, à l'électricité, aux pètes de fleurs, il y a un problème d'espace, il y a une dimension d'espace. Puis je pense que dans le... Attendez que je ne me perde pas. Non, c'était celle-là. Non, c'était sur la Chine. Attends, je vais remonter. Non, c'est plus loin. Donc, 2013, 2035. Ça vous fait peur? 44 voies de circulation pour entrer au péage en Chine. J'ai doublé la photo, ça fait 88. Et ce que ça fait, c'est des beaux ciels chinois qui n'ont pas été photoshopés. Et ça fait, bon, ces images qu'on a à l'occasion pour nous montrer que le propriétaire ne voulait pas déménager, c'est un détail. L'automobile, donc, est un véhicule extraordinaire qu'on a inventé, qu'on utilise,
Et quand l'économie reprend du mieux, ben les ventes d'auto reprennent du mieux. Donc là, j'ai pris le time. J'aurais pu prendre les journaux français cette année parce que la France a un taux de chômage assez élevé. Le gouvernement essaie de relancer l'industrie, mais la reprise de la vente des automobiles en France est un signe de santé. Si vous vous annoncez, on vient de doubler le nombre de ventes de vélos, parce qu'on comprend bien que le poids économique de l'auto est important à toute la structure industrielle. Il n'y a pas de prix, donc des études, il n'y a pas de prix pour l'amour qu'on a de la voiture, de son confort, de sa rapidité, de sa sécurité. Il y a des publicités récentes, donc on n'est pas il y a 30 ans. On trace son chemin dans la vie, c'est plus facile avec une voiture, venez emprunter chez nous. Donc, une Tata Nano électrique. Ça se fait-tu encore, les Tata? Ça se faisait il y a 2-3 ans, donc de M. Tata. C'est une chose, mais si on a 8 milliards de Tata électriques, donc chacun et chacune d'entre nous, on a notre petite Tata. On n'est pas des Tata, mais on a une voiture électrique, il y a 2 questions qui vont se poser. Suivez le fil, comme les écologistes français disent, c'est-à-dire d'où provient l'électricité qui est dans ma voiture. Est-ce que c'est une centrale thermique? Est-ce que c'est une centrale nucléaire? Est-ce que c'est des éoliennes qui nécessitent pour être construites 20 fois plus de tonnes d'acier et de cuivre par kilojoule produit qu'une centrale thermique? Il faut le produire. Fait que donc, le déplacement d'une personne qui pèse 100 kg dans un véhicule d'une tonne, c'est une chose. Donc, 8 milliards de Tata, c'est 32 milliards de pneus, c'est 8 milliards de tonnes d'acier et c'est 32 milliards de places de stationnement. Chaque voiture requiert, à l'origine comme à la destination, dans une ville ou en banlieue, entre 3 et 6 places de stationnement. L'étalement urbain, il y a des efforts qui se font dans toutes les capitales d'Occident et ailleurs, mais c'est très difficile d'arrêter ça pour toutes sortes de raisons. Des raisons de choix individuels, de politique territoriale, et ça fait en sorte que ça progresse. Et il y a des questions qui se posent et que je me pose présentement quant à l'avenir autoroutier. Il y a des décisions qui vont se prendre, il y a des tronçons autoroutiers nécessaires pour désengorger, solutionner des coincements. Mais c'est bien sûr que si les prolongements, les élargissements, les complétions sont faits, bien, on va se retrouver avec donc un étalement qui va progresser. Vous avez devant vous quelque chose que vous connaissez sans doute, le 10-30. Avant, quand on mettait à plat une forêt pour mettre des unifamiliales, on appelait ça le boisé des peupliers. Maintenant, on a au moins on appelle un chat un chat. Le développement domiciliaire porte le nom de 2 autoroutes qui se croisent. Et il y a un petit élément là, que j'ajoute en terminant, que c'est les parents hélicoptères qui ont peur que leur enfant s'écorche ou se rentre une écharpe quand ils vont à l'école en vélo. Ce qu'il y a de positif, et on me dit que j'ai 2 minutes, je vais en prendre un petit peu plus, mais pas beaucoup, c'est que des études récentes démontrent que les 20-35 ans sont en train de changer leur façon de se déplacer. Que les moins de 30 ans sont en train de se dire peut-être pas de voiture et je vais revoir ma mobilité. Que les calculs se font entre, c'est vrai que ça coûte peut-être moins cher d'habiter en 2e couronne, mais j'ai la mobilité à tenir en ligne de compte. Les magazines se disent, est-ce qu'on a atteint le point maximum de la propriété automobile individuelle? Et on le voit, la courbe noire, c'est la courbe du nombre de kilomètres parcourus aux États-Unis qui vient de se stabiliser. Et donc, on est en train de se dire, est-ce qu'il y a stabilisation, déclin, progression, ou est-ce que la pente qui est en assurée va se poursuivre en nombre de kilomètres parcourus? Parce qu'on sait que les gains qu'on obtient en technologie, on les perd en kilométrage parcouru. Donc, du côté positif, Bixi à Lyon, Bixi à Paris, Bixi à Orléans, Hambourg, Rome, Uber, qui est arrivé, qui est un gros joueur dans ce qu'on appelle la mobilité non reliée à un véhicule dont on est propriétaire, avec le confort de ce que ça donne. Uber, l'allié des taxis, Pierre-Olivier Pinault, fait un long article et conclut en disant que ça fait partie du cocktail transport.
Une annonce qui a eu lieu hier avec les manufacturiers automobiles qui investissent dans le covoiturage. GM qui investit 500 millions dans Lyft aux États-Unis. Les applications mobiles, Théo Taxi, Uber, Taxi Coop, Waze, les applications pour le transport collectif de la STM ou Transit, le paiement donc avec Lyft, avec tout ce qui est en train de se produire autour aussi de l'information en temps réel qui va éviter les ruptures de charge et les discontinuités. Tout ce qui va être lié au NFC, au champ proche, c'est-à-dire la capacité de payer avec des cartes, qu'on passe d'un mode à l'autre, de donner des rabais d'un mode à l'autre. Je ne sais pas encore. Ma réflexion n'est pas terminée sur qu'est-ce que ça va faire en 2037. Quelles sont les potentialités de tout ça. Mais de la même façon qu'en 97, j'avais un Mac, je ne sais pas quel numéro, j'ai eu un Mac Plus, mais à un moment donné, on ne voyait pas le potentiel de ça en termes d'éléments de complémentarité dans l'offre de la mobilité. Les voitures autonomes. C'est-à-dire, on peut faire un débat sur, effectivement, les chauffeurs de taxi qui ont payé cher leur permis. Quand un concurrent arrive, est-ce qu'il le fait dans la légalité parce qu'il y a une dévalorisation du permis sur le marché? Mais quand c'est une voiture sans conducteur qui va arriver devant chez vous, les bus autonomes, ça a commencé, expérience à Lyon, expérience à Amsterdam. Donc, avec des véhicules, entre autres, développés par Ligier, pas de conducteur, dans des circuits fermés. Là, en Pennsylvanie, c'est commencé. Tesla fait des essais. Imaginez que vous faites partie d'un micro-circuit qui vient vous chercher le matin alors que vous avez demandé pour vous reconduire puis qui continue son service. Donc, c'est des éléments de complémentarité modale. Je peux être en vélo, je peux être en Bixi, je peux être en vélo électrique, je peux prendre mon Uber, je peux prendre le soir un Uber de chic ou une navette électrique autonome. Donc, c'est des... Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais ça avance. D'autres choses, vous en avez parlé tout à l'heure. Une saillie de trottoir, il y a 15 ans, 20 ans à Montréal, c'était impossible. On en voit dans tous les quartiers. J'en ai pris une sur Laurier, j'aurais pu prendre ailleurs, dans tous les quartiers. Les zones 20, quand j'ai annoncé dans le plan de déplacement urbain du plateau Mont-Royal qu'on était pour avoir une zone 20, une zone de rencontre, les journalistes à la radio ont dit « Une zone de rencontre? » Comme si c'était, hein, qu'on a-tu besoin de ça dans une ville? Bien, les zones 15, des zones 20, des zones 30, qui était impossible avant, ça devient, pour la complémentarité modale aux abords des stations de métro, un élément nouveau. Fait que 90% de la vie utile à attendre son propriétaire. C'est ça une voiture. Et ce qui est en train de se mettre en place est relié à une mobilité qui n'est pas forcément autodépendante où le propriétaire et autodépendant. La paresse, mère de l'invention et père de l'embonpoint, l'historique du cocktail transport. Donc, je termine avec le cocktail transport homicide. Donc, dans ce sur quoi je réfléchis, c'est dans 2037, c'est moins un cocktail transport qu'un cocktail mobilité. C'est obligatoirement une tarification intégrée, une reconnaissance mutuelle des partenaires, une coalition naturelle, une promotion puis une publicité conjointe, une information en temps réel intégrée dans la mobilité, un travail conjoint d'aménagement urbain puis une diminution importante des temps d'attente et de rupture de charge. Ce qui est le plus complexe dans le cocktail transport puis dans la mobilité active et collective, c'est les ruptures de charge. Je passe d'un mode à l'autre, je perds du temps entre des modes, je sors du métro, j'attends l'autobus, et plus on va être capable d'intégrer ça avec des compléments de mobilité, des modes différents, il est tard le soir, j'ai pas le goût de revenir en autobus, je suis fatigué, bien j'ai plusieurs options devant moi. Et je peux les prendre parce que mon transporteur public à qui j'ai donné 1 000 $ par année pour ma carte Maestro me donne un rabais. Fait que donc, c'est dans ça que je suis en train de réfléchir et ça termine ma conférence. Normalement, je dis merci de m'avoir écouté.